Donc, je lance tout ça. Bonjour à tous. Mon nom est Mireille. Je suis responsable événements et projets spéciaux à la 2C. Donc, je vous souhaite la bienvenue à la 3e conférence du monde de la com. Je suis vraiment très heureuse d'être des vôtres ce soir. Donc, le monde de la com, c'est une série de conférences qui a été mise sur pied pour vraiment vous permettre de démystifier les différents métiers qui existent en agence de communication. Il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les aspirations. Donc, ça vaut vraiment la peine de vous ouvrir à toutes ces possibilités-là et peut-être que vous allez tomber finalement sur votre carrière de rêve. Donc, en fait, les agences sont vraiment toujours à la recherche de multiples talents pour rejoindre leurs équipes. En fait, ça prend vraiment toutes sortes d'expertises pour livrer un projet à un client. En fait, il y a toutes sortes de mandats possibles, que ce soit le développement d'une campagne publicitaire, la mise sur pied d'un site web, la conception d'un emballage pour un produit, etc. Donc, il y a vraiment différentes étapes. Vous les voyez d'ailleurs à l'écran. C'est celles qu'on retrouve habituellement pour mener un projet de A à Z. Donc, en fait, c'est ça, le monde des agences, ça vous permet vraiment de côtoyer toutes sortes de profils, de personnalités différentes. C'est un milieu qui est extrêmement créatif, qui est toujours en constante évolution. Donc, si tout ça, là, ça vient disons, éveiller une étincelle, on pense vraiment que vous allez trouver votre compte ce soir en écoutant nos différents conférenciers. Le monde de la com, c'est une initiative de l'A2C en collaboration avec l'Alliance des cabinets de relations publiques du Québec et le Grenier aux emplois. Et on salue aussi Orchestra qui a développé l'identité visuelle de l'événement. Donc, ce soir, on va se plonger dans le monde de la créa. Donc, on parle ici des métiers qui touchent notamment à la création publicitaire et au design. Donc, je suis super chanceuse d'être accompagnée de 3 panélistes. En fait, on a notamment Raphaël Briand-Marquis, qui est designer motion et graphique chez Publicis Montréal. On a Nadine Elwidi, qui est conceptrice-rédactrice chez Cossette. Et finalement, Alexis Thériault-Laliberté, qui est directeur de création chez Cabane. Avant de passer à notre petit tour de table, en fait, je vous rappelle que vous avez au bas de votre écran une fonction Q&A. Donc, tout au long des interventions qu'il va y avoir ce soir, n'hésitez pas à aller mettre vos questions. On va vraiment se réserver une bonne demi-heure à la toute fin pour passer au travers. Donc, j'ai une collègue qui suit tout ça, qui va faire une curation de toutes ces questions-là et qui va pouvoir me les partager à la toute fin. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran et saluer mes collègues de ce soir. Bonsoir. Allô, allô. Alors, petit tour de table. Alexis, je ne sais pas si tu veux briser la glace. Je pense que ça va être ça. Salut tout le monde. Écoutez, je m'appelle Alexis Thériault-Laliberté. Je suis directeur de création chez Cabane. Je vais parler un petit peu plus tard dans la conférence de mon rôle au quotidien, c'est aussi de mon parcours professionnel. Je vous dire que c'est super intéressant de vous avoir ici parce que moi, lorsque j'étais plus jeune, disons, secondaire, cégep, même jusqu'à la fin de l'université, je ne savais absolument pas quoi faire dans la vie. J'avais beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, peut-être un petit peu trop, j'étais un peu touche-à-tout. Puis, je ne savais absolument pas que ça existait, le rôle de directeur de création. Je ne connaissais rien de la publicité. Fait que déjà, je trouve ça le fun justement de partager un peu ce que je fais. Je pense que j'aurais aimé ça, recevoir ça, parce que j'étais un petit peu plus jeune. Puis déjà, vous partez avec une longueur d'avance sur moi parce que ça, vous allez être au courant un petit peu de certains métiers de la com, surtout en création. Donc, je suis super content d'être là avec vous aujourd'hui. Ensuite, Nadine. Oui, salut, moi c'est Nadine Elwidi. Je travaille chez Cossette depuis que j'ai terminé l'université. Je suis conceptrice-rédactrice. Et moi, quand j'étais enfant, je voulais être écrivaine. Quand j'étais ado, je voulais être réalisatrice de films. Puis quand c'est venu le temps d'aller à l'école, j'ai complètement choqué ça parce que je trouvais que c'était irréaliste, que ça se pouvait pas, etc., pour finalement revenir dans un parcours plus créatif. Fait que, un peu comme Alexis, je trouve ça super cool que vous soyez là aujourd'hui puis que vous essayez des affaires puis que vous rencontrez des gens qui travaillent vraiment dans la création, dans la vie. Puis voilà. Et finalement, Raphaël.
Oui, moi, c'est Raphaël. Moi, je suis designer graphique et motion designer dans une agence de publicité qui s'appelle Publicis. Ça fait maintenant 2 ans que je suis là. Puis moi, je fais, dans le fond, des publicités sous forme d'animation 2D qui vont principalement passer sur les réseaux sociaux, donc principalement sur Facebook et Instagram. Sinon, moi, plus jeune, je ne savais pas non plus trop ce que je voulais faire. Enfant, j'aurais voulu peut-être devenir vétérinaire, comme beaucoup d'enfants qui aiment les animaux. Mais bon, c'est pas ça que je suis devenue aujourd'hui. Mais par contre, à l'école, ça, j'ai toujours eu plusieurs intérêts, mais un intérêt toujours un peu plus prononcé pour tout ce qui était hors plastique. Là. J'aimais bien dessiner, bricoler, donc je dirais que ça a été un peu mon fil conducteur le long de mon parcours scolaire. Bon, bien, j'ai très hâte de vous entendre plus en détail chacun. On va commencer par Alexis ce soir. Oui, je vais partager mon écran. Dites-moi si ça fonctionne. C'est supposé fonctionner. On voit très bien. Merveilleux. Écoutez, je vous ai fait une petite présentation là, très rapide pour vous parler un petit peu de mon parcours que j'ai survolé très rapidement. Et voilà. Donc, ça, c'est moi et ma photo corpo. Maintenant que je travaille à l'agence Cabane, mais évidemment, je n'ai pas uniquement travaillé chez Cabane avant d'être ici. Et là, c'est là que mon écran bug déjà, ça va super bien. Donc, oui, j'ai étudié à l'Université Laval en communication. Après avoir fait des études en cinéma au cégep, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en communication, à l'Université Laval, il y a 3 profils. Il y a publicité, relations publiques, puis journalisme. Puis moi, je suis allé piger des cours un petit peu dans chacun des profils. Donc, je ne savais absolument pas que j'allais terminer en publicité. C'est au sortir de mon bac que j'ai eu une opportunité de travail à Shanghai, quand même à l'autre bout de la planète, pour une agence de publicité. Et j'ai travaillé quelques mois là, puis j'ai pu un petit peu voir qu'est-ce que ça mangeait en hiver, quel genre de projet aussi qui était possible de faire. J'ai vraiment, vraiment capoté. Puis c'était une énorme agence. On était peut-être 200, 250 personnes juste dans les bureaux de Shanghai, mais il y a des bureaux partout dans le monde. C'était des gros projets. Je trouvais ça très pertinent, très intéressant, mais je me suis dit, lorsque je vais revenir au Québec, plus spécifiquement à Québec, moi, ce que j'aimerais découvrir, c'est plus le rôle de création dans une petite agence. J'avais envie d'avoir quelque chose de plus intime, où que je sentais que je pouvais toucher à plusieurs projets en même temps. Je vous épargne plusieurs détails, mais j'ai terminé finalement là, chez Cabane. Donc, ma slide descend. Oui, voilà. Donc, Cabane, c'est une agence. Là, on est une cinquantaine de personnes situées dans 2 villes, donc à Québec puis à Montréal. Il faut dire que lorsque je suis arrivé chez Cabane, il y a 5-6 ans, on était peut-être une douzaine. J'ai fait plusieurs rôles jusqu'à celui de conception-rédaction, le rôle que Nadine là, va vous partager plus tard. Grosso modo, je travaillais dans l'équipe création à faire de l'idéation publicitaire, à rédiger des lignes, à rédiger des slogans, des idées de campagne. Puis j'ai vraiment capoté là-dessus. Puis ultimement, j'ai gravi les échelons, si on veut. Puis il y a 3 ans environ, je suis devenu directeur de création de l'agence. Puis ça, une agence toujours en croissance. Juste pour vous parler un petit peu d'une journée dans mes souliers, mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner l'équipe de création dans la recherche de solutions créatives, percutantes, pertinentes et performantes. C'est des gros mots, là, mais le côté percutant, c'est évidemment d'essayer d'avoir des idées qui sont le fun, qui sont attrayantes, qui vont chercher la cible. Le côté pertinent, c'est plus d'essayer de baser notre création sur de l'intelligence, c'est-à-dire, OK, qu'est-ce que le consommateur veut aller chercher? Qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'aller chercher comme opportunité? Finalement, le côté performant, c'est parce que nos clients qui viennent cogner à la porte de Cabane, puis à toutes les portes des agences, ils veulent au final des résultats. Donc, oui, on peut faire quelque chose de super percutant, mais au final, on veut recevoir des résultats qui sont performants. Donc, c'est un petit peu mon rôle. Dans le fond, si je résume de manière assez vulgaire, c'est que j'ai une équipe de création constituée de concepteurs-rédacteurs, de designers, de directeurs artistiques. Puis moi, je les accompagne à essayer de trouver les meilleures idées, puis de s'assurer que ça fonctionne pour nos clients, puis d'avoir une direction très claire. Puis, parallèlement à ça, moi aussi, je fais un petit peu de création parce que j'adore faire ça. Donc, je ne suis pas juste en train de coacher aussi les gens, moi aussi, j'ai les 2 mains dans les projets à l'occasion. C'est certain que mon rôle de gestion fait en sorte que j'en fais peut-être un petit peu moins que j'en faisais avant. Toutefois, j'ai le luxe de choisir les projets que je veux faire, c'est ça qui est super intéressant. Donc, une journée de type dans
dans mes souliers. C'est partagé essentiellement là, en 3 pôles, soit des rencontres d'équipe. Donc là, je reçois la création de mes collègues. Donc, je m'assure que l'équipe est sur la bonne voie, qu'au besoin, je précise la direction à explorer. Donc, je les aide à ce niveau-là. Je rencontre énormément de clients parce que c'est mon rôle un petit peu de présenter la création, de comprendre les besoins du client. Donc, c'est quelque chose que je fais énormément. Donc, je suis là pour présenter les idées, des fois ajuster. Parfois, c'est de recevoir les commentaires pour mieux les traduire dans nos déclinaisons créatives. Puis, à l'occasion, je fais de la conception parce que moi aussi, j'aime trouver des idées. Donc, oui, j'ai un rôle un peu chapeau, mais j'ai quand même les 2 mains dans le projet parce que c'est moi qui choisis aussi les membres des équipes, autant au niveau de l'embauche, mais ensuite à qui qu'on attribue tel projet et compagnie. Mais je vais essayer d'y aller de manière un petit peu plus concrète en vous présentant un projet qu'on a fait. Et là, si ma slide veut bien changer, ça devrait être pas si pire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'info-excavation parce que là, j'ai beaucoup parlé de choses assez floues. On va essayer d'y aller plus dans le concret. Parmi tous les projets de l'agence que j'aurais pu vous parler, j'ai décidé de prendre celui-là parce qu'il y a un côté numérique, il y a un côté aussi, je dirais, assez simple. Tu sais, je voulais vous présenter un projet dans lequel je pense que vous êtes capable de vous transposer dans le sens que oui, on a fait des publicités télé, que ce soit avec des humoristes et compagnie, mais ici, c'est le genre de projet qui, je crois, vous pourriez commencer à travailler l'année 1 lorsque vous rentrez dans une agence. Puis aussi, l'autre rôle de ce projet-là, c'est de vous montrer que notre but, parfois, c'est de trouver un sujet qui, là, je vais vous le dire de manière très honnête, qui peut avoir l'air un petit peu plate, puis de le trouver, d'essayer de le communiquer de manière pertinente, intéressante, puis évidemment performante, percutante, pertinente, comme j'ai dit. Donc, lorsqu'Info Excavation est venu cogner à la porte de Cabane, je me suis vraiment posé des questions sur qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Honnêtement, je ne connaissais absolument pas ce service-là. Je vous le résume de manière très simple. C'est un service parapublic qui permet un peu de savoir qu'est-ce qui se passe sous nos sols. Un petit peu curieux, mais grosso modo, si vous souhaitez, creuser une piscine, bien, vous devez les appeler pour savoir est-ce qu'il y a un conduit en dessous de chez nous, est-ce qu'il y a des tuyaux et compagnie. Donc, c'est très corpo, mais en même temps très essentiel. Donc, ils nous ont dit, nous, on veut que plus de gens nous appellent parce que, évidemment, quand on brise un tuyau dans le sol, bien, c'est tout le quartier qui peut en payer. Puis, si on a un service gratuit, c'est super simple, ça prend 5 minutes de faire une demande. Donc, c'est pour ça qu'ils sont venus nous voir. Donc, j'ai résumé ici le mandat. Là, on nous a fait en une slide là, le mandat et les objectifs, mais les briefs sont parfois plus longs que ça, souvent trop longs. Mais grosso modo, ce qu'on veut, c'est faire une campagne numérique qui incite les gens à appeler Info Excavation. On avait un sujet qui est assez, je dirais, pas assez drabe, mais qui est assez simple. Il n'y avait rien, nous, on ne voyait pas beaucoup de potentiel de s'amuser. Donc, on s'est dit, bien, essayons de trouver une approche qui va nous permettre justement d'avoir du plaisir dans ce projet-là, puis aussi que notre cible remarque facilement les publicités parce que il faut dire qu'eux, la seule chose qu'il y avait, c'était un slogan, c'est Info Excavation, sans passer, ce serait dommage. Puis c'est la seule chose qu'il y avait. Puis on dit, on veut garder ce slogan-là. Puis nous, on a décidé de travailler avec. Donc, l'idée qu'on a eue avec des brainstorms, puis évidemment, on se réunit en équipe, on partage plein d'idées. Puis nous, ça nous prenait une campagne qui allait durer sur plusieurs années, c'est d'y aller avec des histoires de conséquences. Vous allez voir un petit peu plus tard qu'est-ce que je veux dire par ça, mais grosso modo, ce qu'on voulait, c'est de dire, OK, montrons un peu les effets qui peuvent arriver si on n'appelle pas Info Excavation. Ça va peut-être permettre aux gens d'un petit peu saisir un petit peu l'importance du service. Donc, rapidement, supposons que je n'appelle pas avant de creuser ma piscine ou de creuser une clôture, même des fois, ça peut être du jardinage, bien, je peux faire en sorte que mon voisin perde son électricité et compagnie. Donc, on s'est dit, on va s'amuser avec ça. Ensuite, on a travaillé au niveau des ingrédients. Là, c'est le rôle du designer ici qui est de voir comment on fait pour visuellement traiter cette plateforme-là. Donc, il y a peut-être des personnes dans vous qui sont peut-être plus axées sur l'aspect visuel de la chose. Moi, j'ai plus travaillé au niveau des mots puis des idées, mais ensuite, il y a des directeurs artistiques et des designers qui, eux, viennent travailler comment on rend ces idées-là concrètes au niveau de l'image. Donc, super simple, on va essayer d'ajuster les palettes de couleurs, on va changer un petit peu notre plateforme graphique, on va essayer de mettre une typo peut-être un petit peu plus avec du caractère. Puis, un de mes DA a dit hey, « ça serait le fun qu'on y aille en illustration pour ce projet-là, en illustration un petit peu grotesque. »
honnêtement, j'ai foncé les sourcils à ce moment-là, mais on s'est dit que ça peut être intéressant. Donc, quand on parle d'illustration, là, si je résume ça de manière très simple, grosso modo, c'est du dessin. C'est la chose la plus simple que je pourrais vous dire. Puis, il y a peut-être des personnes d'entre vous ou des amis que vous connaissez qui passent leur vie à griffonner sur des feuilles de papier, dans les cours ou peu importe. Puis, juste vous dire que dans notre domaine, il y a moyen de gagner sa vie avec ça. Il y a des gens qui sont payés pour faire de l'illustration, pour créer des styles, pour créer des personnages. Puis il y en a qui gagnent même très, très bien leur vie à faire ça en développant un style qui est vraiment propre à eux. Puis c'est ça qui est super le fun. Je pense qu'on en voit de plus en plus des projets en illustration, même beaucoup plus qu'avant que je rentre dans le domaine, ou que, en fait, début des années 2000 jusqu'à à peu près 2010-2015, c'était vraiment des campagnes plus je dirais en vectoriel et compagnie. Puis maintenant, on veut comme rajouter un côté plus humain, fait que l'illustration vient donner ce ton-là. On a décidé de développer un style illustratif vraiment grotesque, qui tape à l'œil, juste pour, le mot grotesque, on l'a vraiment assumé, juste pour essayer de donner quelque chose d'assez distinctif, puis de montrer un petit peu les avantages, mais surtout les inconvénients. Fait qu'en gros, quand on mélange nos ingrédients de nos histoires de conséquences, puis notre plateforme graphique, puis nos mots, on arrive avec un style graphique qui est super ludique, qui est très, très le fun, qui nous permet de raconter plusieurs histoires. Donc, si je ramène ça au concret, nous, notre but, c'est de faire de la publicité. Donc, à chaque mois, sur les plateformes sociales, on se dit, OK, comment on peut parler à notre cible? Supposons on arrive au mois de mai, les gens commencent à se dire, hey, j'aimerais ça, c'est à peu près le moment de l'année que les gens disent, j'aimerais ça creuser une piscine, comme je vous en parlais plus tôt. On a fait des publicités qui parlaient un petit peu de tout ça. Puis des fois, on utilisait un ton très deuxième degré assumé sur comment faire une piscine en 3 étapes faciles, creuser sans vérifier, briser une conduite d'eau, inviter vos chums. Donc, c'est vraiment ce genre de plateforme-là qu'on était capable d'aller chercher. Puis le but, c'était vraiment d'être le plus ouvert possible. Par contre, on peut se réajuster tout le temps vu qu'on avait des choses pour chaque mois. On le savait que notre cible ici était un petit peu plus jeune. On cherchait peut-être plus les jeunes familles à ce niveau-là, mais ça reste qu'on était quand même deuxième degré. Donc, on est allé pour le mois suivant avec des bannières beaucoup plus simples, où que là, on s'amusait plus en rédaction. Donc, ici, on disait, là, on avait poser une enseigne sans tomber dans le panneau, forer sans rien perforer. On s'amuse beaucoup au niveau des mots. Puis ça, c'est quelqu'un en conception-rédaction, comme Nadine va parler plus tard, qui va permettre de trouver un petit peu ce sens-là, puis ce style, puis ce ton rédactionnel-là. Mais c'est vraiment le fun parce que je disais qu'il y a des gens d'entre vous qui peut-être qui dessinaient beaucoup, mais il y a peut-être des gens qui aiment ça écrire, qui aiment ça trouver des blagues, qui aiment ça juste s'amuser, essayer de convaincre par les mots. Bien, c'est vraiment une carrière en création qui peut vous plaire. Ensuite, plus tard dans l'été, on se disait, bon, OK, les gens veulent partir en vacances, obtenez une escapade en 3 étapes faciles, creuser sans vérifier, briser une conduite de gaz, faites vos valises. Puis on arrive toujours avec notre call to action à la fin, notre appel à l'action, vérifiez avant de creuser. Ou encore, bien, le retour des vacances qui a été difficile, bien, on parlait plus aux professionnels. Donc, on vise les gens de la construction. Fait qu'on pouvait illustrer quelqu'un qui est un petit peu dans l'une, qui pensait au moment qu'il faisait du wakeboard cet été. Perfore un câble ou un conduit ou peu importe. Puis on rappelle aux gens de vérifier avant de creuser. Donc, super simple, ça nous permettait de créer plein d'histoires. Puis je suis sûr qu'en ce moment, je vous en parle, puis vous seriez capable, avec cette plateforme graphique-là, ce ton rédactionnel-là, de générer plusieurs histoires aussi. C'est ça qu'on voulait, être capable de le faire sur plusieurs années. Mais Info Excavation, ils ont beaucoup aimé ce qu'on a fait, mais ils nous ont toujours donné des défis de plus. Ils ont dit, hey, le mois prochain, on aimerait ça avoir des vidéos qui nous permettraient de viser les gens sur YouTube, les 15 secondes. Seul hic, on n'a pas de budget. Et c'est là que moi, je rentre. OK, comment on fait pour faire une création qui est le fun, qui est pertinente, sans sortir les caméras, sans partir en gros tournage cher? Fait que c'est un petit peu aussi mon rôle de voir, d'évaluer le coût des idées ou le potentiel de production des idées. Évidemment, je fais ça, je suis accompagné de plusieurs personnes. Puis on a trouvé une avenue qui était intéressante, qui était uniquement en rédaction, puis en motion design. En motion design, c'est quand on fait de l'animation. Raphaël va nous en parler un petit peu plus tard. Donc, nous, on s'est vraiment amusé, toujours avec notre ton rédactionnel, à faire des vidéos 15 secondes qui permettent vraiment un petit peu de venir mettre de l'avant les conséquences de ne pas utiliser Info Excavation. Je vais essayer de partir la vidéo. J'espère que le son va fonctionner. Oh, c'est pas ça. Journée de congé. Paul veut refaire son entrée. Beau, bon, pas cher, merci, bonsoir. Gilles va lui faire ça. Il est smart, Gilles. Gilles sort sa pépine, puis les pépins commencent. Paul doit gérer une fuite de gaz et n'a plus Gilles comme ami. Info Excavation. Sans passer, ce serait dommage.
Donc, c'est des capsules très, très simples. Le but, c'est, comme je vous dis, je voulais vraiment vous présenter un projet que je pense que quelqu'un qui commence en conception-rédaction pourrait arriver à une solution du genre. Évidemment, on n'est pas seul qui ont fait ça, mais ça nous permet ensuite d'aller en studio de son, d'enregistrer la voix. Pour ceux qui ont déjà écouté Série Noire, c'est le personnage qui faisait, l'acteur faisait Marc Arcan qui faisait cette voix-là. Donc, on s'est vraiment amusé, puis on fait plein de petites histoires comme ça. Puis ensuite, d'autres défis qui peuvent nous en venir sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Mais on se ramène, on a commencé à travailler là-dessus peut-être il y a 2 ans. Facebook commençait à proposer des maudites publicités, c'est-à-dire les publicités qui sont au milieu des vidéos qu'on écoute, donc qui viennent un peu couper le temps de visionnement qu'on a sur une vidéo. Puis ils nous ont dit, hey, on aimerait vraiment ça essayer cette plateforme-là, est-ce qu'on est capable? Puis on dit, hey, c'est plate, on n'aime pas ça, nous, comme couper au milieu d'une vidéo le visionnement là, des gens. Donc, au lieu d'utiliser ça un petit peu de manière négative, on a essayé d'en faire une idée qui était très, très simple, à peu de budget. Donc, on s'est amusé ici. Donc, ça nous aide toujours justement à venir essayer de, justement, le contexte, il vraiment nous aide toujours à générer des idées. Donc, oups, excusez-moi, je pense que vous l'avez bien vu. J'espère que ça ne repartira pas. Ah, voilà. Donc, en résumé, j'ai une petite vidéo. Je ne sais pas si on a le temps, Mireille. Il reste 3 minutes, mais si on peut passer, je pense qu'on va passer à quelqu'un d'autre, mais la petite vidéo que je voulais vous présenter, c'est que ça résume l'ensemble du travail qu'on a fait là-dessus. Si vous voulez aller la voir, vous irez sur le site de Cabane, cabane.ca. Super simple à trouver, mais sachez que c'est ça. Le rôle d'un directeur de création, c'est vraiment d'accompagner l'équipe, de trouver des idées, de peaufiner. Il y a beaucoup de retravail à faire. L'idée n'est jamais parfaite la première fois qu'on la présente. Il faut la peaufiner, l'amener ailleurs, ajuster en fonction des commentaires clients, ajuster en fonction des budgets aussi. Mais si vous devez vous rappeler de quelque chose, c'est que c'est quand même le fun de travailler en agence, puis on le fait vraiment en équipe. Puis c'est ça qui est super important. Il n'y a personne qui peut aller chercher un projet tout seul. Moi, seul, je ne vaux rien. Avec mon équipe, c'est là où on est capable d'avancer pour faire des projets. Que ce soit des projets de petites campagnes numériques, comme je viens de vous présenter, ou des projets de campagne à grand déploiement sur la télé, comme on en voit tous les jours. Alors voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Alexis. Tu pourrais peut-être mettre dans le chat l'hyperlien de la vidéo de l'étude de cas dont tu nous parlais. Absolument. Puis, écoute, on passerait déjà la parole à Nadine. Oui, parfait. Merci, Alexis. C'était le fun. Je vais partager mon écran. Voilà, vous voyez bien? Donc, je vais passer ça rapidement parce que, ouf, ça me donne mal à la tête un peu. Mais en plein écran comme ça. Rapidement, je vais me présenter. Moi, c'est Nadine Elouidi. Je suis conceptrice rédactrice, mais on va passer à travers de ça. Je viens de Laval, la ville. Puis c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je suis très fière de mes racines lavalloises. Et j'ai décidé de quitter ces racines pour aller à Laval, l'université, à Québec. Où j'ai étudié d'abord au bac en design. Comme que je vous disais précédemment, moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était créatif, mais ça m'a toujours fait énormément peur. Fait que ça, c'était vraiment le challenge que je me suis mis. Puis après ça, comme que je vous expliquais, j'ai complètement choqué. La pression était trop pour moi. Je doutais constamment de mon talent créatif. Constamment, c'était tellement lourd que j'ai décidé d'aller dans le bac en psycho, complètement ailleurs. Puis j'hésitais aussi à aller peut-être en éducation. Je me posais vraiment beaucoup de questions. Puis finalement, j'ai trouvé quelque chose qui était pour moi un compromis, qui était le bac en com. Je me disais, ça pourrait être créatif, comme que ça pourrait être plus rationnel ou plus stratégique, ou peu importe. Fait que pour moi, c'était le compromis parfait. Puis rapidement, en rentrant dans le bac en com, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler en pub, puis que si je voulais réussir dans ce domaine-là, il fallait que je le fasse à fond. Fait que je me suis beaucoup impliquée. J'ai fait 1900 comités, compétitions, associations, tout ça, vraiment pour vraiment me démarquer du lot. Puis en même temps, j'ai énormément appris à ce moment-là. Comme il n'y avait pas d'agence qui s'appelait Laval encore, j'ai postulé chez Cossette, qui était l'agence. C'est
je ne sais pas si c'est la plus grosse ou une des plus grosses, mais je pense que c'est la plus grosse agence au Canada. On est peut-être 1500 employés en ce moment. On est répartis Québec, Montréal, Halifax, Vancouver, Toronto. On est vraiment beaucoup de monde qui travaille chez Cossette dans plusieurs départements, mais aujourd'hui, je vais vous parler du mien, évidemment. Donc, moi, je suis rentrée là comme stagiaire, comme je vous disais, à la fin de mes études. Et à la fin de mon stage, on m'a envoyé en fait, on m'a proposé de rester, puis j'ai accepté. Puis on m'avait proposé de rester comme conseillère, donc travailler au service conseil, qui n'est pas mon emploi en ce moment du tout. Puis j'avais accepté parce que, comme je vous dis, moi, j'étais très anxieuse. Tout ce qui était créatif me rendait très anxieuse. Puis j'avais beaucoup de difficultés à me faire confiance. Fait que je me disais, eh c'est parfait, je travaille dans une agence de pub sans avoir la pression de créer tout le temps puis de me remettre en question. Mais cette stratégie n'a pas duré long feu parce que j'avais toujours l'impression d'être sur le banc des joueurs, puis de regarder le monde jouer, puis de ne pas pouvoir jouer. Donc, finalement, j'ai fait part de ce stress-là à ma patronne qui m'a fait faire une transition vers le département de la création où je suis depuis quelques années et je suis conceptrice-rédactrice. Donc, voilà pour mon parcours. Puis, c'est là-dedans que j'évolue depuis un moment. Une conceptrice-rédactrice, c'est quoi que ça fait exactement? C'est vraiment flou pour la plupart des gens, puis c'est normal. Moi-même, je ne savais pas tant. Puis je pense que la question qu'on se fait le plus poser à vie, c'est à quoi ça ressemble une journée dans ta vie. C'est super difficile de répondre à cette question-là, mais aujourd'hui, je vais tenter de le faire pour vous. Puis, dans le fond, c'est quand même relativement simple. Un concepteur-rédacteur, une conceptrice-rédactrice, ça conçoit, puis ça rédige des publicités. De toutes sortes, que ce soit pour la radio, pour la télé, pour les médias sociaux, même pour des événements, on va tout penser puis écrire ce qui a rapport à ça. Mais c'est encore flou, puis je sais que c'est moi que vous posez la question, mais qu'est-ce que tu fais concrètement, quotidiennement? C'est parfait, on va dive in là-dedans en bon français, on va plonger là-dedans. Puis la meilleure façon de vous montrer ça, c'est pas de vous répondre par journée, mais plutôt par projet. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment les étapes d'un projet dans lesquelles moi, je suis impliquée dans mon travail. Fait que la première étape, c'est le brief client. Puis parce que pour faire des annonces, à la base, ça prend des annonceurs. Ça prend du monde qui ont quelque chose à dire, peu importe qu'est-ce que c'est. Puis ça, c'est une liste un nuage d'idées parce que c'est comme ça que je réfléchis en tant que conceptrice rédactrice. Je réfléchis beaucoup en mots. Donc, un nuage de clients qu'on a tous chez Cossette. Fait que des clients, il y en a que c'est commercial, McDonald's, Walmart, Telius, le festival d'été, etc. On a aussi des clients qui c'est des OBNL. Fait on a ces kids, on a les fondations de maladies du corps, on a vraiment beaucoup d'affaires. Puis, on a aussi du gouvernemental, fait le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les comptes de la COVID-19, tant au provincial qu'au fédéral. C'est tous des enjeux complètement différents, peu importe le client, mais il y a beaucoup de diversité là-dedans, fait qu'on peut toujours trouver son compte. Il y a des sujets qui nous parlent plus, il y en a d'autres qu'on va découvrir avec le travail. Fait que c'est très intéressant. Mais pour aujourd'hui, le client du projet que je voulais vous parler, c'est la COVID-19 au Québec, qui est un client très particulier parce que vous le vivez comme moi, la pandémie, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Fait que nous, souvent, on a dring-dring, le ministère du Conseil exécutif qui nous appelle pour nous dire hey, on a pensé à ça, il y a cette mesure-là qui s'en vient, il faut produire du stock là, cette semaine, en 2 jours parfois, parce qu'il faut informer la population de ce qui se passe. Avec la COVID-19, on va se concentrer là-dessus. Ensuite, ce client-là, ils ont beaucoup de thématiques à parler. Il y a autant la distanciation physique que le lavage des mains, que la situation pour les travailleurs, que le confinement, la vaccination. Il y a plusieurs thématiques, puis aussi plusieurs publics. Fait qu'il y a autant la population générale que plus spécifiquement les jeunes, plus spécifiquement les travailleurs de la santé ou les aînés, tout ça. Puis il y a plusieurs façons de les rejoindre, fait que ce soit les médias sociaux ou que ce soit la vidéo, de la radio, etc. Fait que tout ce travail-là, il est fait en amont par notamment le client qui contacte le service conseil, mais, ou vice-versa, mais aussi par des stratèges qui vont vraiment venir raffiner un peu qu'est-ce que vous voulez dire exactement. Parce qu'eux, ils arrivent souvent avec beaucoup, beaucoup d'informations. Puis, ils vont vraiment venir les aider à reconcentrer qu'est-ce que vous voulez dire. Puis, avec la planification média aussi, ils vont établir, OK, ça serait mieux pour des jeunes d'être en médias sociaux, par exemple, etc., des choses comme ça. Eux, ils font tout ça en amont. Puis après ça, ils nous arrivent avec l'information le plus condensée possible au créatif pour que nous, on puisse se concentrer vraiment sur l'essentiel. Dans ce cas-ci, c'était le passeport vaccinal. Le passeport vaccinal qu'on n'avait aucune idée ce que c'était à ce moment-là, puis qu'on travaillait en ne sachant pas exactement ce que ça allait être parce que justement, le gouvernement était encore en train de peaufiner les modalités de ça, mais nous, on n'avait pas le choix d'avancer. Puis, ce qu'ils se sont rendus compte dans les données fournies par le client, c'est que c'est les jeunes qui étaient les plus susceptibles d'aller se faire vacciner
de changer d'avis, en fait, s'ils ne pouvaient plus aller au restaurant, au bar, etc. Donc, c'est la stratégie qui a été faite d'avance, puis le brief que moi, j'ai reçu. Puis, pour garder ça short and sweet, je vais juste y aller avec l'aspect vidéo de la chose parce qu'effectivement, qu'il y avait d'autres pièces, mais on va se concentrer là-dessus pour que ça soit clair. Donc, moi, je pars avec ces informations-là. C'est pas mal ça que je retiens. Puis, avec ça, on passe à la prochaine étape, qui est l'idéation. Parce que des pubs, ça ne pousse pas dans les arbres. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui pense à des idées, qui pense à comment on pourrait faire pour dire aux gens d'aller se faire vacciner, puis qu'il va avoir un passeport vaccinal, mais d'une manière plus intéressante. Parce que dans la vie, si on fait juste de dire « va te faire vacciner », ça va dire « je sais pas ». Ou « achète mes frites », je sais pas. Fait qu'il faut trouver une manière intéressante de dire ça. Puis il n'y a pas vraiment de recette miracle. En fait, il faut vraiment juste y penser. Puis ça, c'est mon cerveau, c'est une photo de mon cerveau, quand que je suis en train de penser à des affaires. Ça bouillonne un peu, il y a des éclats ici et là, etc. Je fais de la recherche, Puis si on fait un petit zoom-in, là, c'est à ça que ça ressemble dans mon cerveau à ce moment-là. C'est juste plein de mots, plein d'idées qui se passent, des idées qui des fois sont vraiment le fun, des fois je pense qu'ils sont vraiment le fun, mais 3 heures plus tard, je les aime plus. Une idée que ça se peut pas dans le fond, soit à cause des délais, du budget, ou à cause que ça marche juste pas pour le gouvernement, qui est le client dans ce cas-ci, ou une idée qui est vraiment nice, puis là on me dit « Ah, mais c'est déjà quelqu'un qui l'a fait, genre, soit au Québec, au Japon, peu importe, il y a toujours des affaires qui se passent, fait que c'est vraiment comme un melting pot. Puis là-dedans, on a le reste de l'équipe de création, que ce soit les designers, directeurs artistiques, mais surtout un directeur de création comme Alexis qui va venir comme diriger le travail puis comme m'aider à me concentrer sur ce qui est bon puis à délaisser ce qui est peut-être moins intéressant. Puis ultimement, on arrive, il y en a qu'on écrit, il y en a qu'on pousse plus loin que tout ça, puis finalement, on se rend à la présentation client. Et j'ai vendu mon punch, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on a présenté 3 idées. La première idée, c'était le bouncer. Fait qu'on se disait, hey, c'est un passeport vaccinal, tu ne peux pas rentrer. Fait que c'est quoi dans la vie que tu ne peux pas rentrer? Un bouncer. Fait qu'on s'imaginait des vidéos avec un gros bouncer méchant qui te regarde, qui dit, hey, tu n'as pas ton passeport, tu ne rentres pas. Comme tu n'as pas tes cartes, tu ne rentres pas. Fait qu'on présentait ça. Deuxième idée, c'était frapper un mur. On aimait le double sens. Quand tu frappes un mur, c'est un arrêt-net. Puis en même temps, tu as l'air niaiseux si tu es comme tu ne peux pas rentrer dans un resto, whatever, parce que littéralement, tu as frappé un mur imaginaire. Puis la troisième idée, c'était le téléami. Fait que c'est l'ami un peu lourdeau que faut que tu le traînes avec toi partout parce qu'il n'est pas vacciné, fait qu'il ne peut pas rentrer au resto, mais il veut quand même y aller, fait que tu l'amènes sur une tablette, puis dans le fond, c'est pas tant le fun parce que tout est mieux en vrai. Fait que c'était les 3 concepts qui ont été présentés aux clients. Puis finalement, eux, on les laisse mijoter un peu avec ça, puis ils font monter ça aux autorités parce que c'est un client gouvernemental et ils choisissent une idée dans ce cas-ci qui était frapper un mur. Donc, voilà, c'est la fin, mon travail est fait, mais non. Techniquement, je vous ai dit que ma job, c'est de concevoir et rédiger des publicités, fait que ce serait normalement la fin, mais non. La conception, ça va beaucoup plus loin, ça va dans la conception de l'ensemble jusqu'à la fin. Puis on se veut un peu comme gardien du produit créatif jusqu'à la fin. Puis la prochaine étape, une fois que ça c'est fait, c'est la production. Parce que des pubs, ça se fait avec vraiment beaucoup de monde. Il y a tellement de personnes qui sont impliquées, surtout pour des grosses productions de ce genre-là. Donc, à cette étape-ci, une fois qu'on a comme un concept qui se tient, qui a été approuvé, tout ça, on sélectionne un partenaire qui fait une maison de production. C'est les partenaires naturels des agences de publicité. Puis, il y a beaucoup d'agences aussi qui développent une maison de production à l'interne, comme chez Cossette, mais c'est une expertise vraiment qui est à part de réaliser tout ça, de le faire concrètement versus les agences qui vont plus faire de la stratégie ou qui vont plus aussi faire de la création en soi, mais on travaille toujours ensemble. Puis nous, la création, on se base surtout sur, évidemment qu'il y a des considérations budgétaires, de délai et de disponibilité, mais nous, on se base surtout sur avec quel réalisateur on aimerait travailler. Puis dans notre cas, on a sélectionné un réalisateur qui faisait beaucoup de style vidéoclip, on aimait beaucoup ça, puis il était jeune lui aussi, puis on se disait, bon, on va l'essayer, peut-être qu'il y a un fit, tout ça. Puis avec le réalisateur, lui aussi, il contribue à la démarche de création pour amener vraiment son input et tout ça. Puis il va venir nous faire valider son approche de réalisation. Fait que nous, on lui explique le script, tout ça, comment on le voyait, les mood boards aussi. Puis là, lui, il va vraiment se faire dans sa tête, OK, moi, je le vois comme ça, non. Puis là, lui, qu'est-ce qu'il nous a amené? C'est qu'il nous a dit, hey, ça serait le fun qu'on n'ait aucune idée que c'est une pub du gouvernement jusqu'à la fin. Que ça ait l'air d'une pub de autre chose. Puis que là, boum, tu rentres pas, blablabla, c'est passeport vaccinal. Tu dis, hey, c'est le fun.
travaille là-dessus. Aussi, il nous fait des storyboards, fait qu'il nous montre vraiment comment il voit ça concrètement, presque plan par plan, aussi les caméras qu'il veut utiliser, l'éclairage, tout ça. Fait que ça se développe encore plus. Ensuite, il y a tout l'aspect aussi du casting, des auditions. Fait que nous, on dit qu'on imaginait une fille, un gars, on imaginait des choses comme ça, puis on passe les auditions. Puis dans ce cas-ci, on leur fait faire qu'est-ce qu'on veut faire dans la pub. Fait que dans le gars, on voulait voir est-ce qu'il est capable de cruiser un peu. La fille, est-tu bonne pour s'étamper dans le vide parce qu'il faut que ça reste crédible, etc. On avait un autre spot aussi où est-ce que les gars, on faisait comme si c'était une pub de sport. Fait qu'on on leur a demandé de faire un peu de soccer pour voir, hey, ils sont-ils capables de faire comme des tricks, que ça serait le fun à filmer, tout ça. Fait qu'on on passe beaucoup de personnes en audition pendant 1 ou 2 journées. Puis on regarde leur jeu, évidemment, s'ils sont capables de faire ce qu'on a besoin. Puis on regarde leur look aussi, leur âge. On essaie d'avoir une diversité de casting là-dedans, mais aussi nous qui les sélectionnons avec les réalisateurs. Puis on les fait approuver par le client, évidemment. On s'implique aussi puis ça, c'est surtout la direction artistique, mais moi, je vais quand même être impliquée dans le choix des lieux, fait que des locations. Dans ce cas-ci, on a choisi d'aller au Riverside, puis d'aller dans un stade aussi de soccer. Fait qu'on choisit un peu les lieux avec la maison de production, puis on donne notre avis aussi sur comment on voit le décor, comment on voit les costumes, les accessoires qu'on devrait avoir pour que ça soit reconnaissable et qu'on comprenne bien. Puis, dans ce cas-ci, il y avait des effets spéciaux aussi. Ce n'est pas moi qui s'en occupe, c'est juste que c'est le fun toujours de voir cette expertise-là qui est tellement différente puis qui n'est pas dans toutes les pubs. Mais dans ce cas-ci, il y avait tout ça à faire valider en amont, comment qu'on va faire pour que ça se produise. Nous, on a la job de trouver les idées. Puis après ça, il y a quelqu'un qui faut que ça se fasse. T'sais. Fait que tout ça, on reste impliqué dans le processus. Nous, on voulait vraiment que quelqu'un soit étampé dans une vitre imaginaire. Fait qu'il faut que ça se fasse comme ça. Puis après ça, bien, une fois que tout ça, c'est la préparation, il y a toute l'idéation, la préparation, la bonification, etc., bien, on se lance dans le tournage. Fait que toutes les personnes qu'on a consultées viennent ensemble. Il y a peut-être 40-50 personnes. C'est énormément peuplé, un tournage. Et on tourne pendant 1-2 journées. Puis l'équipe de création, bien, nous, on dit, par exemple, bien, hey, le chandail jaune, ça regarde moins bien, on devrait changer. Ou on dit, le jeu, moi, je le dirais d'un ton plus assuré. On fait des modifications aussi parfois de dernière minute parce que tel mot, finalement, le comédien, pour X, Y, Z raison, ça sort mal. Fait qu'on est très impliqués, c'est des journées très demandantes, très longues, où est-ce qu'on est super concentré puis qu'on fait plusieurs shots. Puis après ça, bien, il y a toute l'étape de post-production, donc le montage. Surtout, là, au début, on va se faire un premier montage. On se dit, OK, moi, j'aime cette shot-là, j'aime le jeu là-dedans. Et boum, une fois qu'on a un squelette qui se tient, on l'envoie à se faire peaufiner. Fait que là, on va peaufiner le son, les effets spéciaux vont être faits pour de vrai, puis on va mettre, on va coloriser le tout pour que ça soit encore plus intéressant. Fait qu'on fait vraiment étape par étape comme ça. Puis, bien, ultimement, qu'est-ce que ça donne? Vous l'avez peut-être vu passer parce que cet été, ça l'a passé en City, là, pour de vrai. J'étais tannée de l'avoir. Mais voilà, dites-moi si le son y est. Puis c'est à ça que ça ressemble ultimement. Là. Essayer de le faire fonctionner. Puis dans ce cas-ci, bien évidemment, au début, on ne sait pas trop est-ce que c'est une pub. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Ça, c'était la première. Puis, c'est ça, on se dit au début, on voulait être complètement ailleurs, comme s'ils s'en vont à une date. Est-ce que c'est est-ce que c'est une pub de condom ou peu importe, on ne sait pas. Puis après ça, boum, non, c'est juste pas vacciné, tout ça. Fait que avec la comédienne, pendant le tournage, il y a plein d'affaires de OK, on l'a fait foncer dans la vitre. On a un cascadeur aussi qui est là pour l'aider à le faire. Tout ça. Fait qu'il y a énormément de travail derrière comme 15 secondes ou 30 secondes de pub. Puis voici l'autre aussi qui était dans cette campagne-là. Fait que... En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner.
Fait que voilà ce que ça fait. Il y a énormément de travail en dedans. Il y a plein d'étapes aussi que j'ai skippées, comme le son qui est par-dessus. C'est un comédien qu'on casse, qu'on amène dans un boot, on lui fait dire les affaires, la musique, on la fait composer. Il y a tellement de personnes qui sont impliquées, puis tellement d'expertise qui peuvent être, comme Alexis parlait tantôt, si tu gribouilles, il y a une place pour toi si tu aimes ça faire de la musique, il y a une place pour toi si tu aimes ça décorer, tu peux être un directeur artistique de plateau. Il y a tellement de monde qui sont impliqués, puis c'est ça qui est cool. C'est une des choses qui est cool, en fait, dans notre travail, c'est que ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que si ça vous bronche d'une manière ou d'une autre, essayez ça. Merci beaucoup, Nadine. Merci. Alors, Raphaël, je te cède la parole. Oui, ça va être à mon tour de partager mon écran. Oui, donc c'est ça, je vais vous parler de mon parcours aussi de manière un peu plus détaillée. En fait, mon parcours avant d'entrer en agence de publicité. Donc, en commençant par le cégep. Donc, au départ, je ne savais pas trop vers quoi je me dirigeais. Je me suis inscrite finalement dans un programme d'art, lettres et communication qui m'a permis d'explorer un peu plusieurs facettes du domaine des arts. Donc, j'ai pu faire un peu de photographie, de dessin, de cinéma. C'est aussi la première fois au cégep que là, j'ai touché à un peu du design puis de l'animation 2D pour la première fois. Puis finalement, ensuite, rendue aux inscriptions à l'université, j'étais toujours indécise parce que j'avais aimé à peu près tout ce qu'on avait fait au cégep. Donc, je suis allée vraiment dans beaucoup de programmes, de visites de programmes à l'université. J'ai été entre de l'architecture, du design industriel, du cinéma, je ne savais pas trop, mais finalement, j'ai eu un coup de cœur pour le programme de design graphique à l'UQAM. Donc, c'est là que j'ai fait mon bac. Puis, à la fin du bac, là, on avait une exposition de finissants. Plusieurs personnes venaient voir cette exposition-là, donc incluant des employeurs potentiels. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis fait recruter en agence. Donc, j'ai découvert le monde de la pub pour la première fois. Donc là, je suis entrée dans la petite agence, puis là, j'ai appris comment le processus, un peu comme Nadine puis Alexis ont parlé, comment ça fonctionne, le langage qu'on utilise en agence, les commentaires avec les clients, etc. Mais bon, là, après cette expérience-là, à cet endroit-là, là, je m'ennuyais un petit peu de l'aspect d'animation que j'avais découvert au début pendant mon cégep, puis que j'avais redécouvert aussi à la fin de mon bac. Donc là, je m'ennuyais un peu de cet aspect-là. J'ai quitté cet emploi-là. J'en ai fait un petit peu à mon compte du design, puis aussi de l'animation. J'ai essayé d'en faire petit à petit en apprenant sur le tas, puis au fur et à mesure, en travaillant sur des projets, puis en publiant ce que je faisais sur mon portfolio en ligne, puis sur les réseaux sociaux, je me suis finalement fait recruter chez Publicis, où je suis présentement. Donc, l'agence trouvait que mon profil, qui faisait un petit peu de design graphique et de motion design, correspondait bien à des demandes qu'il y avait à l'agence. Donc, je suis arrivée chez Publicis en faisant un petit peu un mix d'animation 2D et de design graphique. Puis, puis c'est ça, plus tard on l'a mentionné aussi, quand on parle de motion design, c'est vraiment du design animé, là, donc de l'animation de design, vraiment. Donc, c'est ça. Donc, puis ce que je fais vraiment chez Publicis, ça va être surtout ça, des animations qu'on va mettre sur les réseaux sociaux principalement. Donc, ça va être assez court. On veut attirer l'attention rapidement. Ça va être dans différents formats, comme ça ici, plus à l'horizontale. On peut avoir ça sur Facebook ou avant des publicités avant des vidéos sur YouTube. Puis, par exemple, on a des formats un peu plus à la verticale où on va avoir plus des stories commanditées souvent qui vont passer sur Instagram. Puis, concrètement, comment ça se passe, l'aspect d'animation quand je travaille, en fait, généralement, je vais travailler avec un ou une designer qui va avoir des images statiques.
Puis à partir de ces images-là, on va discuter de l'animation à produire, là. Donc, parfois, ça va être une idée vraiment précise des mouvements qu'on veut avoir. D'autres fois, ça reste assez abstrait. On a une idée générale. Alors là, c'est là que je vais venir faire plusieurs propositions puis, pour finalement en choisir. Puis donc, je vais aussi vous parler plus en détail, plus concrètement du travail de design graphique et de motion designer avec un projet qu'on a fait chez Publicis. Chez Publicis, un projet qui s'appelle Beloved. Donc, c'est quoi Beloved? Dans le fond, c'est une marque de biscuits. Puis, à l'intérieur de chaque... qui fait on fait la promotion de l'acceptation de soi, de l'amour de soi. Puis, à l'intérieur de chaque biscuit, on va retrouver un message, justement, à ce sujet-là pour l'acceptation de soi. Puis sinon, je vous parle de ce projet-là parce qu'on a à la fois créé toutes les publicités pour le lancement de cette marque-là, mais aussi, on a créé aussi toute la marque, là, donc toute l'identité visuelle. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique, entre autres, ben, c'est sûr de trouver un nom, faire un logo, faire un site web parce qu'on vend des produits, faire un emballage, étant donné que, justement, c'est des biscuits. Donc, c'est sûr là, que quand on commence, la première étape, la première question qu'on va se poser, c'est sûr qu'on a un projet comme ça, c'est quoi le mandat? Donc là, ici, on a des biscuits qui font la promotion de l'acceptation de soi. Alors là, on veut avoir un mood vraiment feel good, vraiment positif. Donc, on va garder ça en tête, puis on va faire ce qu'on appelle un mood board à partir de ça. Donc là, on va aller se faire des inspirations graphiques là-dedans. On va aller chercher tout ce qui peut représenter ce qu'on veut évoquer. Donc là, ici, on a une palette de couleurs, c'est assez coloré, c'est vibrant, on veut que ça soit positif. Donc, tout le long du processus de création, on va garder ça en tête. Donc, avec un mood board fait ici comme ça. Puis aussi, parallèlement à ça, il va y avoir aussi de la recherche au niveau de la rédaction pour trouver un nom. Puis graphiquement, là, quand on a ici le nom, là, on va faire différents tests pour justement explorer toutes les options qui se présentent avant de choisir une bonne option. Puis là, quand on a cette option de logo choisi, bien là, ensuite, on peut y aller aussi toujours en gardant en tête notre mood board. On sélectionne une palette de couleurs. On va l'intégrer, on va l'intégrer dans le logo. Puis là, étant donné qu'on a des biscuits, bon, ben là, on a un emballage à faire. Donc là, toujours, encore une fois, en fonction de notre palette de couleurs, des éléments graphiques, là, on va explorer différentes façons de présenter ça, soit tant au niveau, justement, du logo, comment on le place, quel genre de texte on va mettre, où on va le mettre, alors qu'on va explorer différentes avenues avant d'en sélectionner une. Puis sinon, étant donné, ben là, c'est un produit qu'on veut vendre, alors une autre étape d'un projet comme ça, ça va être de créer un site web. Donc là aussi, on va se poser encore toutes les mêmes questions de comment on va intégrer notre logo, comment on va intégrer nos éléments graphiques, comment on veut présenter le produit. Donc, il va y avoir plusieurs tests à faire au niveau de la mise en page, aussi au niveau des éléments graphiques. Là, étant donné que c'est de quoi de quand même personnel, de positif, on veut intégrer des personnes. On va faire un photoshoot dans ce cas-là, puis toujours là aussi, on doit garder ça en tête. On a notre palette de couleurs, qu'est-ce qu'on veut montrer, l'aspect positif doit rester là, l'aspect super coloré doit rester là. Donc, c'est toutes des questions qu'on va se poser. Puis, là, étant donné qu'aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux, on va créer aussi une page Instagram pour le produit, une page Facebook. Puis, là, également, à cette étape-là aussi, on doit toujours garder en tête notre identité visuelle. Donc, d'une plateforme à l'autre, on veut toujours qu'il y ait un côté vraiment uniforme. Donc, c'est ça qu'on doit toujours garder en tête. Puis là, donc là, quand cet aspect-là, cette portion-là est complétée,
la création de l'identité de marque. Là, on va passer vraiment au lancement de la marque. Donc là, c'est là que moi, en motion design, je vais être impliquée parce que toutes les étapes au préalable, c'est vraiment au niveau du design que ça se passe, mais aussi de la rédaction. Puis ensuite, donc c'est ça, là, on va avoir, on a notre produit, puis on veut trouver une manière de vendre ce produit-là. Donc, c'est sûr, il y a encore des étapes au niveau de la conception, comment on veut présenter ça. Là, on veut montrer que c'est plus qu'un biscuit. Donc là, on essaie de l'intégrer ici graphiquement avec des éléments du quotidien. Puis là, concrètement, comment que ça se passe au niveau de l'animation avant d'arriver avec l'animation finale? Ben c'est ça, on va avoir des images statiques qu'on va concevoir avec notre message. Puis c'est là ensuite qu'on va discuter des animations, là, comme qu'est-ce qu'on veut faire au niveau des mouvements pour que ça reste toujours dans le même esprit de la marque. Quel genre de transition on veut avoir comme ça pour que ça reste fluide. Il va y avoir plusieurs tests au niveau des animations de logo à faire, des petites transitions comme ici, c'est une petite bouchée de biscuit qui se passe. Donc, c'est ça, plusieurs tests au niveau de l'animation. Donc, que ce soit statique ou animé, il y a toujours beaucoup d'exploration à faire avant d'arriver au résultat final. Puis là, ben, plus haut, dans les pages précédentes, j'avais un format très vertical, mais là, pour un lancement comme ça, ben, ça passe sur différentes plateformes. Donc, plus vertical, ça serait plus pour Instagram. Comme ça, on peut passer ça sur Facebook. Donc, il faut adapter plusieurs formats. Comme ça, un autre format plus à l'horizontale, comme ça aussi. Puis, on a aussi une section de bannières web, donc qui vont passer sur des sites web. Donc là, ici, on a un message un peu différent, mais c'est toujours le même processus de, ben, graphiquement, comment ça se présente, puis comment on l'adapte aux différents formats. Donc, ça fait le tour assez rapidement de plusieurs étapes d'un projet comme ça. C'est sûr, j'espère que ça peut éclairer un peu. Là, souvent, on voit un résultat final, mais on ne s'imagine pas vraiment toutes les étapes derrière. Alors, ça résume rapidement des étapes qu'on peut trouver avec un projet comme un branding, comme ça, et le lancement du branding. Alors, voici. Je vais arrêter mon partage. Donc, ben, j'aurais déjà quelques petites questions pour vous. Je vois aussi que nos participants ont déjà beaucoup de questions, donc je vais passer très rapidement au travers les questions qu'on avait prévues ensemble. D'abord, vous diriez que c'est quoi les principales qualités et aptitudes pour occuper vos métiers respectifs? Qui ça? Je peux commencer. Je dirais comme ben, c'est quand même important, je pense, d'avoir de la flexibilité, là, comme ben, une bonne capacité d'adaptation, parce que comme on a pu le constater dans les présentations qu'on vient de faire, ben, ça reste comme un travail d'équipe vraiment. Là. Alors, tout le monde va avoir un peu son mot à dire, puis il ne faut pas oublier non plus qu'on travaille pour le client. Alors, il faut pouvoir s'adapter à ses besoins. Alors, c'est sûr que tout le long du processus, on va être appelé à faire beaucoup de modifications. Alors, je pense que si on peut s'adapter à ça, c'est super. Alexis, Nadine, avez-vous d'autres choses qui vous viennent en tête? Je vais laisser Nadine y aller. Oui, mais moi, je laissais Alexis aller, parce que je me rappelle qu'on a des réponses similaires, fait que je ne voulais pas vous voler sa réponse, mais... Oui, bon, vas-y. Je vais y aller, puis au pire, je l'aurai volé. Mais moi, je pense que il y a tout un aspect genre de curiosité qui est super important, là, dans le sens que vous l'avez vu, là, ça peut être des biscuits, ça peut être info-exclamation, ça peut être le gouvernement, ça peut être peu importe. Là, il faut être quand même assez curieux, puis vouloir, puis s'intéresser, puis essayer de trouver une façon que ça fonctionne, peu importe la manière, puis se tenir au courant des tendances numériques, des tendances point.
Fait qu'il y a tout cet aspect-là qui est très, très, très important. Puis j'ai vraiment pris la réponse à Alexis, je pense, en ce moment, mais je te redonne la mienne en échange. Pas du tout. J'allais y aller avec soit de l'écoute ou de l'empathie. Voilà. Non, c'est super important. Là. Je pense que le piège, c'est d'essayer de dire hey, moi, je pense que la solution devrait être ci et ça. Nous, on est spécialistes de notre domaine des communications. On n'est pas les spécialistes de nos clients qui sont des annonceurs. Eux, ils ont leur domaine qui est le leur. Puis nous, on doit un peu comprendre leur réalité, puis ensuite comprendre la réalité du marché, ou plutôt, on va dire, de l'audience, des spectateurs. Qu'est-ce qu'ils veulent entendre ces temps-ci, puis essayer de se rallier à tout ça. Fait que ça prend beaucoup de patience, d'écoute, parce que si on veut arriver à une bonne solution, il faut avoir compris tous les éléments, puis ensuite, on va être capable de trouver une solution qui va fonctionner. Pas si pire, Nadine, on ne s'est pas trop mélangé. On avait des bonnes Excellent. réponses, c'est sûr. Est-ce que vous pourriez me parler d'un défi que vous avez rencontré à vos débuts, puis de la façon, en fait, que vous avez réussi à passer par-dessus? Dans le fond, pour moi, c'était comme, justement, en sortant de l'école, en arrivant dans une agence de publicité, justement, c'était comme le premier vrai travail que j'avais après l'école. Tout était nouveau. Puis là, c'est sûr, les gens en milieu de travail, ils se parlent avec le langage qu'on utilise en agence. C'est un langage que je connaissais pas, mais là, c'est ça, ça me donnait l'impression que là, je devais tout savoir ça. Là, fait qu'il y avait une espèce de pression de tout savoir. Mais c'est ça, mais au fond, c'est normal. De toute façon, dans n'importe quel nouveau travail, là, il y a toujours de la nouveauté. Puis pour surmonter ça, dans le fond, c'est vraiment juste de poser des questions. Je pense qu'on s'attend à ça, surtout pour quelqu'un qui est junior aussi. Le fait que poser des questions niaiseuses. Alors, ouais, je pense que c'était ça principalement pour moi. Je vais y aller. Moi, le défi que j'avais lorsque j'ai commencé, c'était de faire confiance à mes idées. Ça revient toujours à une sorte de syndrome de l'imposteur, là, de dire OK, bon, j'arrive, je présente mes idées au directeur de création. Sont bonnes dans ma tête. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont bonnes pour le client? Donc, c'était vraiment cette question-là que j'avais. J'étais gêné de les présenter au départ, mes idées. Puis ensuite, on se rend compte en travaillant que, premièrement, tant qu'on ne les partage pas, elles n'existent pas. Donc, il faut le faire. Puis parfois, justement, à partir d'une idée même qui peut sembler mauvaise, quelqu'un est capable de reprendre la balle au bon, dire hey, non, on pourrait amener ça comme ça. Puis là, ça fonctionne. Fait qu'il faut vraiment être toujours en mode. Moi, je partage mes idées les plus poches à mon équipe pour un peu que tout le monde me dise regarde, c'est décomplexant, on peut y aller, on peut bâtir là-dessus. Mais c'est ça, au départ, j'avais ce gros stress-là, puis je me suis rendu compte qu'en travaillant en équipe puis en travaillant avec les autres, ça s'estompe assez rapidement. Puis il faut juste trouver il faut juste avoir le courage de les partager. Puis pour moi, ma réponse, c'est un peu un hybride des deux. C'est que moi, j'avais de la difficulté en arrivant chez Cossette à être moi-même. J'avais beaucoup de difficultés. J'avais l'impression qu'il fallait que je sois quelque chose que je n'étais pas, que ce soit que j'étais dans un rôle de conseil alors que je me sentais, moi, très créative. Puis que j'avais envie aussi d'être le stéréotype là, de la personne créative. Je parle beaucoup, qui s'habille coloré, etc. Fait que j'avais beaucoup de difficultés à être moi-même pour ça. J'avais aussi l'impression un peu il fallait tout que je sache déjà. Puis j'essayais constamment au début d'être quelqu'un que je n'étais pas parce que j'avais l'impression que pour travailler chez Cossette, je me mettais cette pression-là. Puis j'étais impressionnée comme ça. Fait que puis finalement, à un moment donné, j'ai juste réalisé que c'était, premièrement, ça ne se pouvait pas. Puis deuxièmement, qu'il y a toujours une place pour tout le monde. Il faut juste la faire, sa place. Puis c'est super simple. Fait que voilà. J'aime beaucoup ça. Alexis, on s'en était déjà parlé un petit peu, mais est-ce que selon toi, il y a un parcours type pour occuper un poste de directeur de création? Il n'y a pas de parcours type. Je pense qu'il y a comme deux volets à cette question-là que j'aimerais aborder. Là, je pense que le plus simple, en fait, ce qu'on voit le plus souvent, c'est une personne en création dans un département créatif qui est soit du côté visuel, on va dire, donc un designer, ultimement un directeur artistique qui devient un directeur de création, ou du côté des mots puis des idées, donc un concepteur-rédacteur qui performe bien, on va dire, puis que ça avance bien, puis qui arrive à accéder à ce poste-là. Il faut dire que ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à un poste de directeur de création qui ont
c'est des gens qui ont travaillé au départ dans d'autres départements, ce qui leur permet aussi d'avoir une sensibilité client, une sensibilité au niveau de la stratégie, de la production. Donc, il y a beaucoup de ça. Mais ce que je dis souvent à tout le monde qui me pose cette question-là, c'est qu'il ne faut pas voir ce poste-là comme non plus un aboutissement à tout prix, en ce sens que c'est des fois, je dis que c'est complètement un autre job là, que concepteur-rédacteur, dans le sens que il y a beaucoup de gestion des tâches RH, des tâches au niveau des clients, des tâches de représentation de l'agence, de pitch, de vente aussi. Donc, c'est pas tout le monde qui est en création, qui aspire à le devenir, ou certaines personnes, je pense, aspirent à l'être, puis devraient plus se concentrer sur leur art, qui est la création, parce qu'il faut, comme je le disais dans ma présentation, c'est que oui, effectivement, j'en fais encore, mais j'en fais beaucoup moins. Il y a d'autres choses qui me passionnent dans tout ça, mais quelqu'un qui reste ou qui demeure concepteur-rédacteur toute sa carrière, bien, souvent, ça fait des gens très, très, très performants qui touchent à des projets vraiment fun, qui ont développé leur art, puis pourquoi on les sortirait de ce rôle-là? Fait que voilà. Mais il y a le parcours type, là, c'est ça. Je pense que c'est d'essayer de développer son intérêt aussi à travailler en équipe, coacher des gens, puis évidemment, on verra ça. Puis Nadine, tu en as parlé brièvement pendant ta présentation, mais tu as fait un changement assez important de service conseil création. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui nous écoutent pour aider justement à prendre la bonne décision par rapport à comment t'enligner, faire le bon choix pour débuter en fait dans un poste en agence? Mais la première chose que je dirais, en fait, c'est qu'il ne faut pas se mettre la pression de prendre la bonne décision. Par exemple, dans mon cas, j'ai pris la mauvaise, entre guillemets, décision, puis finalement, ben, tout est correct. Il n'est jamais trop tard pour réajuster, peu importe, qu'on soit en réorientation de carrière plus tard dans sa vie ou qu'on soit en agence, on veut faire autre chose, etc. Il y a toujours moyen de moyenner. En gros, si on veut quelque chose, il faut y aller. Ça, ce serait la première chose que je dirais par rapport à ça. Puis, ben, la deuxième, pour s'aider à comme faire le bon choix du premier coup, là, idéalement, dans le meilleur des mondes, c'est ça qu'on voudrait qu'il se passe, là, c'est de s'écouter. Parce que dans mon cas, moi, je le savais très bien depuis jour 1. Comme je vous ai dit, quand je me suis présentée, je voulais être écrivaine, après ça, je voulais être réalisatrice, puis après ça, boum, blank, d'éducation, de psycho, je le savais, puis c'est juste parce que je laissais mon anxiété, mes peurs, mon manque de confiance en moi, je laissais ça prendre le contrôle, puis dans le fond, je le savais. Fait que je me trouvais des raisons pour que ça ne marche pas, puis ça marchait. Je me faisais un chemin sur le côté, etc. J'essayais de trouver des solutions, mais pour moi, les solutions que j'avais, ce n'était pas assez, puis ça ne me comblait pas. Fait que je me suis juste écoutée, puis j'ai foncé dans le tas. Mais c'est sûr que ça prend... Dans mon cas, ça m'a pris beaucoup de courage parce que c'était vraiment ma plus grande phobie. Là. J'ai abandonné un bac au complet à cause de ça. Fait que c'était très, très challengeant, mais finalement dans le bon sens. Puis il y a encore, en toute honnêteté, des fois que je suis en train de penser à ma job, puis que je suis comme « Oh my God, voir que j'ai fait le switch. » Même si j'adore ça, même si je le sais que je suis à la bonne place, c'est encore quelque chose qui est stressant pour moi. Puis que, tu sais, les problématiques qu'on a discutées de genre la confiance en soi, d'avoir confiance en ses idées, de s'affirmer, de coller des shots aussi, c'est encore quelque chose qui est difficile par moment si j'y pense trop. Mais pour prendre sa bonne décision, c'est vraiment de s'écouter puis d'essayer aussi. Parce que moi, j'ai complètement mis ça de côté pendant le temps que je ne voulais pas essayer ça parce que je voulais vraiment me minder à faire autre chose. Fait que si j'avais fait, par exemple, des stages d'un jour ou j'avais parlé plus en profondeur avec des gens de la création, mais peut-être que ça m'aurait sonné des cloches avant que c'était vraiment ça que je voulais puis que c'était accessible aussi. Ben, je suis certaine que ce que tu nous dis ce soir, ça va rejoindre beaucoup de gens. Donc, merci pour ce partage authentique. Puis, Raphaël, j'avais une dernière question pour toi. En fait, tu te définis comme une designer graphique, comme une motion designer. Est-ce que tu dirais que c'est essentiel quand on travaille en design de maîtriser plusieurs expertises à la fois? Oui, c'est ça. Ben, je dirais pas essentiel parce que j'en connais plusieurs qui n'ont pas nécessairement plusieurs expertises, puis ça peut fonctionner très bien quand même. Mais dans mon cas, si on regarde juste mon parcours à moi, ça a été bénéfique de justement, finalement, d'être ambivalente puis pas vouloir choisir vraiment. Parce que là, j'aurais pas sinon le poste que j'ai en ce moment, qui est vraiment un peu un mix des deux. Là.
Donc, c'est ça, c'est pas grave non plus de pas trop savoir, peut-être. Parfois, ça peut ouvrir des portes aussi, là, d'explorer. Intéressant. Alors, écoutez, on a déjà beaucoup de questions des participants, donc je vous propose qu'on se plonge déjà. Alors, la première que j'ai sous les yeux, malheureusement anonyme, qui nous dit « Lorsque nous faisons une demande d'emploi dans une agence, faut-il avoir un CV plus créatif? Par exemple, mise en page, couleur, photo, etc. ou un CV Word, PDF, ça convient? » Qu'est-ce que vous en pensez? Je laisserai le directeur de création qu'est-ce qu'il en pense avant. Au niveau du CV, je vais être bien honnête, l'aspect visuel du CV, tant qu'il est très clair, lisible, qui tient sur le moins de pages possible, ça fonctionne super bien. Par contre, lorsqu'on veut appliquer dans un domaine, en fait, dans un département créatif d'une agence, là, ce qu'il faut plus souvent qu'autrement, c'est un portfolio. Donc, j'ai de la misère à le décrire, mais c'est un historique de projets qu'on a fait qui présente un peu, OK, moi j'ai travaillé sur tel projet, donc on peut les voir. Si c'est dans le cas de l'aspect visuel, bien, ça pourrait être justement juste des maquettes visuelles de projets qu'on a fait, d'un logo et compagnie. Dans le cas de l'idéation publicitaire, bien, ça serait soit des campagnes qu'on a faites. Puis là, j'imagine qu'il y en a qui se posent la question, qui se disent « Hey, moi, je n'ai pas. » Exactement, c'était une des prochaines questions. Je peux quand même l'effleurer, ça. Oui. Moi, un portfolio, il y a plein de, ou si les gens appellent des books, là, des fois, mais il y a plein d'écoles de pensée. On parlerait à 3 DC différents, 3 directeurs de création différents, il y aurait 3 réponses différentes. Moi, j'aime ça quand ça se tient de manière assez courte. Il faut dire que nous, on est quand même occupés, donc on doit en passer beaucoup. Donc, 6 projets, pour moi, c'est un nombre qui est parfait. Puis ce que je cherche à avoir souvent, c'est comment qu'une idée peut se décliner de plusieurs formats. Je pense que ce que je voudrais dire, c'est que c'est assez facile d'imaginer une publicité pour, on va dire, une sauce piquante connue, Tabasco, on va dire. Il y en a eu des milliers qui ont été faites, puis juste d'en faire une, puis on y a pensé pendant un an. Par contre, essayer de trouver quelque chose qui est peut-être un petit peu, justement, une publicité, on va dire, sur la COVID-19, sur la vaccination, un sujet qui est peut-être un petit peu moins simple à aborder, puis quand même qu'on a une idée qui peut fonctionner à la fois à la télé, en radio, parce que concepteur-rédacteur, c'est quand même un médium super important à la radio, puis aussi sur le web, bien là, ça m'aide beaucoup. Donc, 6 projets, voir comment que les idées peuvent se décliner, ça fonctionne bien. Puis je lisais rapidement, il y a quelqu'un qui posait la question, est-ce que pour un concepteur-rédacteur en idéation, c'est important de bien comme mettre en valeur l'aspect visuel de la chose? Moi, je ne mets pas cette pression-là aux gens qui veulent travailler en conception-rédaction tant qu'on comprend l'idée. Si tu es capable de présenter ça, puis que ta mère comprend la publicité que tu veux faire, ça devrait super bien fonctionner. Évidemment, il faut que ce soit quand même bien présenté, mais moi, je n'ai pas d'attente à ce que ce soit bien designé, surtout pour quelqu'un qui ne fait pas de design. Mais ce qui peut être fait, puis je termine là-dessus, je n'arrête pas de parler, ce qui peut être fait, c'est que si jamais il y a quelqu'un dans l'audience qui aspire à devenir concepteur-rédacteur, puis qu'un ami qui est designer, mais pourquoi vous ne faites pas des projets ensemble? Là, c'est des projets, là, inventez-vous un brief, faites un projet, mettez-le dans votre portfolio. Inventez-vous un autre brief, faites un projet, mettez-le dans votre portfolio. Ça aide vraiment. Fait qu'on est capable de traiter l'aspect visuel et l'aspect conception-rédaction en même temps. Puis ça aide beaucoup. C'est des choses que je vois souvent. Nadine, justement, étant donné que quelqu'un abordait plus l'aspect conception-rédaction, aurais-tu aussi des petits ajouts complémentaires à ce que nous a dit Alexis? Oui, bien moi, pour ma part, en tout cas, j'en avais un portfolio, même si je voulais, en tout cas, je me mentais à moi-même, je l'avais quand même fait un. Puis, je dirais que pour un concepteur-rédacteur, oui, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'Alexis a dit, puis j'ajouterais que tu peux vraiment montrer ta personnalité, parce qu'en sortant de l'école, il y a, oui, ton potentiel, ou pas en sortant de l'école, là, mais en tout cas, quand on commence, il y a ton potentiel d'une part, puis il y a ta personnalité. Les gens, ils veulent travailler avec des gens qui trouvent nice, trouvent allumés, tout ça. Là, fait que, puis pour un fit. Puis moi, dans mon portfolio, ben, c'était un petit site web là, super tout petit, là, avec, j'avais trouvé comme un concept à mon book pour montrer que, comme oui, j'avais peut-être juste 2-3 pièces, mais comme comment que je te le présente, c'est créatif sans être, on n'est pas dans du gros design puis rien, là, mais juste comment que c'est écrit, tu sais c'est quoi ma personnalité, les couleurs que j'ai choisies, tu sais
que ça, c'est moi, puis tu t'en rappelles. Ah, Nadine, c'est la fille qui a fait des petites blaguettes, puis qu'elle avait du rose, puis qu'elle aime le pop, la pop, puis l'astrologie, tu sais, mettons. Parce que je mets des cues comme ça. Puis après ça, ben, à travers ça, il y a les concepts radio, puis des télé, puis etc. Mais moi, je trouve que c'est super le fun quand tu vois la personnalité de la personne, que ce soit en design ou en conception, rédaction. Tu vois vraiment tout de suite, OK, cette personne-là a l'air cool, puis en plus, ses idées sont nice, fait que j'ai envie de la rencontrer puis travailler avec. Puis Raphaël, pour le volet plus design, est-ce que tu avais des éléments que tu voulais apporter aussi? Les réponses sont assez complètes, mais je dirais aussi un peu comme Alexis, je pense on dirait qu'on a tendance à vouloir en mettre vraiment beaucoup pour montrer absolument tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on sait faire, mais je pense que c'est plus important de vraiment cibler quelques pièces qui se démarquent, là, comme je pense c'est mieux d'avoir de la qualité plus que la quantité de projets. Là. Donc, je pense que c'est plus ça que je dirais. Oui, sur ce point-là, c'est juste de se dire, quelqu'un qui en met beaucoup, ça note aussi quand même quelqu'un qui ne fait pas confiance en ses idées. Il dit, il va souvent en trouver une bonne là-dedans. Faire un choix, c'est de dire, OK, ben moi, j'ai confiance en ces idées-là, puis elles sont super bonnes. C'est un petit peu ce qu'on veut faire. Puis au niveau visuel, c'est la même chose. On pourrait faire des affaires de qualité que d'en avoir plusieurs. Trop, en fait. Je les défends. Je suis prêt à mettre, je suis fière de ça, là, vraiment. Là. Mettez juste qu'est-ce que vous êtes faire, puis mettez des trucs différents, là, comme Alexis le montre, là, que ça se décline bien. Une même idée se décline bien en radio, se décline bien en print. Donc là, on change d'univers un peu. En fait, quelqu'un demandait c'est quoi les éléments importants que vous intégrez pour présenter un concept à un client? Comment ça se passe lorsque vous arrivez à cette étape-là? Je peux me lancer vu que je sais que c'est moi qui en a parlé dans ma présentation. En fait, ça dépend parce que dans le cas, dans ce que je vous ai présenté, moi, j'ai juste focusé sur la vidéo, mais il y avait beaucoup d'affaires. Fait qu'est-ce qu'on fait souvent, c'est que comme dans mon cas, on avait 3 concepts différents qu'on présentait. Fait qu'on les présente par concept, évidemment. Il y a toujours au début de la rencontre, on revient rapidement sur le brief, juste pour qu'on soit tous à la même place en rentrant dans la présentation c'est ça qui a été demandé. Fait que sachez qu'on peut juste revenir là-dessus rapido, puis ensuite, on y va concept par concept. Mais honnêtement, moi, je vous dis de la manière que nous, on présente chez nous, puis ça se peut que ce soit complètement différent ailleurs. Puis on s'était entendu dans cette campagne-ci de présenter 3 concepts. Fait que c'est pour ça qu'il y en a 3. Ça aurait pu être juste un qu'on trouve capoté. Ça aurait pu être 6, mais ce ne serait pas une bonne pratique, je pense. Fait que, bref, c'était 3 dans ce cas-ci. Puis là, après ça, qu'est-ce qu'on présente concrètement? C'est des scripts vidéo. Fait que la publicité, comment qu'on l'imagine. Fait qu'on aurait une colonne où est-ce qu'on voit ça en ce moment. Non, mais c'est super condensé quand même, mais de qu'est-ce qu'on voit puis qu'est-ce qu'on entend, comment on peut aussi mettre des mood boards, comment qu'on se l'imagine un peu, tout ça. On va avoir un script radio aussi. Fait que dans la radio, c'est plus simple. On met comme qu'est-ce que les personnages disent, puis entre parenthèses, s'il y a un son, on dit ce son-là ou une musique de ce genre-là. On reste assez sommaire, mais précis en même temps. C'est un équilibre à trouver. Puis aussi, si on va mettre aussi des maquettes, si on a quelque chose de visuel, par exemple des bannières web ou un poster, un affichage, on va mettre une maquette. Fait qu'on voit un peu ça comme ça serait ça la ligne, ce serait ça la direction. Puis après ça, dépendamment de le concept que les clients choisissent, bien, on va faire des ajustements. On va aller en production aussi parce que je vous ai montré une production vidéo, mais il y a des productions radio, il y a des productions imprimées, des productions numériques. Fait que là, c'est là qu'on va vraiment venir peaufiner le tout, mais c'est pas mal ça qu'on présente. On veut montrer que notre idée, elle marche, puis on veut montrer qu'on a une idée de qu'est-ce qu'on fait. On n'est pas juste on a une idée, c'est ça. C'est pas mal. On essaie de structurer le mieux possible sans rentrer dans du gros travail qu'on est en train de faire la bonne couleur précisément et les pixels. Là, fait que c'est ça qu'on présente, grosso modo. Puis là, personnellement, je ne connais pas ce métier-là, mais quelqu'un nous dit, est-ce que le métier de polygraphe existe au Québec? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a un pendant québécois ici à ça? Moi, je pensais que c'était comme les personnes qui font le test de détecteur de mensonges. Fait que je ne suis pas à bonne place pour tout, fait que ça ne me dit rien.
Écoutez, je vais investiguer de mon côté aussi. Peut-être que ça fera l'objet de notre prochain Monde de la com à cet effet-là. Donc, la personne continue en disant « J'ai 5 ans d'expérience en agence de pré-presse dans la production de pub, un peu de créage. Je suis présentement en bac communication. J'ai l'impression qu'on nous demande souvent des portfolios pour postuler, mais je n'en ai pas car nos clients étaient confidentiels. Est-ce vraiment obligatoire? » Mais je pense que vous avez répondu en disant qu'on peut quand même présenter des cas potentiellement fictifs. Ouais, tu sais, c'est difficile, c'est ça. Je pense que c'est vraiment important là, de montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Mais c'est sûr que je peux comprendre le problème. Un bon CV aussi, ça aide. Là, tu sais, je ne dis pas qu'il faut que le CV est complètement inutile. C'est juste que si possible, là, d'y aller avec des cas fictifs, au moins, ça peut aider. Puis d'expliquer pourquoi c'est des cas fictifs aussi. Ou même des fois, voir avec l'employeur, l'ancien employeur, si c'est possible de juste présenter en privé des idées sans nécessairement devoir les diffuser sur un portfolio public. Là. Ouais. Parfait. Puis, il y a quelqu'un qui demande, puis je ne sais pas si vous passez des gens en entrevue dans le cadre de vos fonctions, mais y a-t-il des questions qui reviennent dans le cas des postes que vous occupez qui permettent justement de mettre en valeur le professionnel qui va occuper cette fonction-là? Mais c'est certain que moi, ça revient un peu à ce que Nadine a dit, j'aime ça connaître un peu la personnalité des gens. Puis des fois, j'arrive à la connaître par le biais des projets puis des inspirations que les gens ont faites, mais aussi ce qu'ils aiment. Fait que moi, je pose toujours la question, quelle campagne t'inspire ou en design, tu sais, as-tu quelque chose que tu as vu qui t'inspire? Parce que ça m'aide à savoir rapidement, tu sais, quelqu'un qui tripe sur les pubs de Maxi versus quelqu'un qui tripe sur les publicités, on va dire, je ne sais pas moi, je n'ai pas trop d'exemples en tête. Ben, tu sais, ça change quand même la donne. Fait que moi, ça m'aide beaucoup. Chose certaine, si je peux vous donner un truc en entrevue, nous, on a le flair, là, les gens qui passent des gens en entrevue pour savoir quand les gens sont réellement intéressés ou pas. La première étape, c'est d'aller voir sur le site web de l'agence puis voir quels projets ils ont fait. Puis si jamais il y a des projets que vous aimez beaucoup, dites « Hey, j'ai vu que vous avez travaillé sur telle chose, j'adore ça, c'est super clair, c'est super beau, ça me ressemble, c'est pour ça que je veux travailler pour vous. » Quand je rencontre quelqu'un en entrevue qui ne sait pas trop c'est qui Cabane et compagnie, bien, premièrement, ce n'est pas que je le prends personnel, c'est que je me dis cette personne-là est probablement en train de faire un processus de passer plusieurs personnes en entrevue, puis l'agence, ça revient à un fit. Au final, là, moi, j'ai décidé de travailler dans une plus petite boîte. C'est un choix que j'ai fait pour plusieurs raisons. Il y en a qui décident d'aller dans des plus grosses pour d'autres raisons, pour tout l'accompagnement, les projets. Fait qu'il faut juste voir un petit peu ça. Fait que faites vos recherches. Ben là, j'ai dit faites vos recherches. J'ai l'impression que cette phrase-là n'a plus de bon sens en 2021. Mais quand même, là, informez-vous sur les projets de l'agence. Ça va vraiment vous aider. Puis ça, je le pose toujours en entrevue. Quel projet Cabane a fait, t'a fait triper ou pas triper? Des fois, c'est des petites questions pièges. C'est ça. Je pose toujours ces questions-là. Moi, j'ajouterais parce que tantôt, j'ai dit dans les difficultés que moi, j'avais eu de la difficulté à être moi-même au travail, mais en entrevue, non. En entrevue, j'avais été moi-même, j'avais eu le travail, puis après ça, je n'étais plus capable de. Moi, je trouve, soyez vous-même parce que c'est ça qui fait que les gens aiment les gens sincères, authentiques, tout ça. Puis ils veulent savoir pour de vrai, comme Alexis en a parlé, s'il y a un fit. Fait que si vous essayez d'être pas vous, puis que vous vous faites pogner, bien, vous faites que, tu sais, pour pas être vous, ça ne va pas marcher. Fait que c'est un peu un autre conseil. Puis si ça ne marche pas, c'est pas nécessairement que vous n'avez pas été bon dans l'entrevue. Il y a tellement de circonstances qui affectent le choix que, tu sais, restez authentique parce que ça va tout le temps être de votre bord. Là, bref, je m'éparpille un peu, là, mais ce que je veux dire, c'est basically, c'est ça. Non, c'est clair, on a compris. Je te relancerai la balle, Nadine, parce que quelqu'un disait que souvent, la personne avait l'impression que les postes en conception-rédaction demandaient beaucoup d'années d'expérience, même pour des postes de junior. Est-ce vrai? Et sinon, comment on peut commencer? Ce serait quoi le tremplin pour être à la conception-rédaction en agence? Comment on rentre, en fait? Ben ça, c'était Moi, je me disais ça quand j'étais à l'université, puis c'était quelque chose qui était un frein personnellement pour moi. Mais j'ai réalisé que, en fait,
Bon, ça, c'est peut-être plus étudiant, ça s'adresse peut-être plus aux étudiants parce que c'était ma réalité, mais il y a tellement d'opportunités. Les agences regardent les étudiants tout le temps. Quand on est à des endroits avec des juniors, on a l'œil ouvert puis on regarde tout le temps s'il y a quelqu'un qui se démarque du lot, peu importe. Fait que toutes les espèces d'opportunités de réseautage ou d'accompagnement ou genre toutes les compétitions aussi universitaires, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont commanditées par exemple, des agences. Nous, ça a été notre cas, etc. Fait que le plus de contacts que vous êtes capable de vous faire, puis le mieux ça va aller pour vous parce que vous allez connaître plus de gens, ils vont se rappeler de vous, ils vont dire « Ah, telle personne, c'était nice. » Fait que c'est vraiment de vous de tendre la main, de y aller. Il faut quand même avoir du guts, je pense, pour commencer en conception-rédaction parce qu'il y a tellement de gens qui veulent le faire. Puis en vrai, il y a une place pour tout le monde, mais c'est quand même des personnalités extraverties puis qui n'ont pas peur de parler, mais pas toutes. Mais il y en a quand même, si on veut commencer, c'est difficile de se démarquer parfois. Fait que c'est juste de reach out, là. Hey, j'ai tous les anglicismes aujourd'hui, mais de faire ce premier pas-là, peu importe votre type de personnalité, parce qu'il y en a d'autres plus l'autre que vous qui vont le faire, fait que faites-le. Puis après ça, parlez aux gens, posez des questions, soyez intéressés pour de vrai, puis là, les gens, ils vont dire « Hey, cette personne-là est allumée, ça y tente pour vrai, elle est cool, tout ça. » Puis c'est comme ça que ça va. Toutes les personnes que je connais, soit ils ont fait partie de programmes spécifiquement pour les juniors, par exemple, Sidleyland, que je ne sais pas si elle existe encore, mais ces genres de programmes-là, ou encore moi, que j'ai postulé un stage qui était comme vraiment affiché comme un stage. Je trouve que c'est les meilleures façons de rentrer. Puis en même temps, avant ça, à chaque fois, tu demandes à quelqu'un, genre, là, je dis ça, puis je vais peut-être recevoir genre 1000 courriels, mais genre, un courriel, genre, « Hey, salut, je peux-tu venir passer une journée avec toi, voir c'est quoi ta job, tout ça. » Puis là, tu passes la journée avec quelqu'un, tu vois si tu aimes ça pour vrai. En même temps, elle se dit, ça te tente-tu faire un stage une semaine avec nous, tu sais, des affaires comme ça. Fait que c'est vraiment d'avoir de l'entreprise, de l'entre-gens, j'imagine. Puis voilà. C'est des bonnes petites pistes, merci. On en a parlé un peu tantôt, mais quelqu'un revenait un peu sur la peur du jugement, le syndrome de l'imposteur. Auriez-vous des trucs concrètement pour vaincre un peu ces impressions-là? Moi, je dirais même, je sais même pas que j'ai vraiment un truc, mais juste plus on en fait, je pense comme plus on présente des idées, plus on en fait, c'est là que ça devient, OK, c'est correct, finalement, mes idées, ça fonctionne, puis c'est de même, je pense qu'on peut vaincre ça un peu, là. Je sais pas si les autres ont d'autres trucs plus concrets, mais Ça revient ouais. Il y a un dicton qui dit que la confiance vient dans l'action, puis c'est ça, il faut le faire. Tu sais, je ne peux pas partir d'un matin à avoir jamais fait de vélo puis faire 150 km, mais je peux en faire 10, la semaine prochaine 20. Fait que ça revient toujours à ça. Exact, je pense que c'est ça la clé. J'imagine juste. Vas-y, Nadine. Mais je voulais juste partager qu'il y a comme une genre de joke que tous les concepteurs-rédacteurs ont le syndrome de l'imposteur à vie. Genre, on se remet toujours en question. On a toujours, tant moi qui est la plus junior de mon agence que le plus senior, on est toujours un peu en remise en question. C'est quelque chose qu'il faut apprivoiser puis vivre avec parce que c'est comme, je sais pas comment dire, c'est vraiment difficile, mais il faut juste l'apprivoiser, puis c'est en faisant. Puis à un moment donné, tu es comme, oui, je dois bien savoir quelque chose. J'en ai fait un autre, puis c'était correct. Mais même cette remise en question-là, je pense que ça fait aussi partie du travail. Là. Si on ne remettait jamais en question nos idées, ça irait pas très loin. C'est vrai, ça nous est utile. C'est genre un atout, fait qu'il faut le voir dans tous ces sphères. J'imagine aussi qu'il y a une confiance qui se bâtit avec l'équipe avec laquelle vous travaillez, puis le jugement, justement, est mis de côté parce que tout le monde contribue, tout le monde partage ses idées, comme tu le mentionnais aussi tantôt, Alexis. Donc, j'imagine que ça joue un petit peu quand même. Ça joue totalement. Moi, je présente des idées. Je pourrais vous présenter une idée sur une bout de napkin, mais après ça s'arrête là. Mais ensuite, il y a quelqu'un en design qui vient la bonifier. Le média arrive, embarque là-dedans. Puis finalement, on se tourne, on a une campagne complète. Fait que oui, il faut comme avoir suffisamment confiance en soi, mais savoir aussi que l'équipe est là pour faire avancer le projet. Il y a personne qui dit t'es dans mes poches d'avoir. C'est juste c'est 100% dans nos têtes. Il n'y a personne qui dit t'es dans mes poches, stupide, etc. Genre, c'est. Fait que voilà.
question rapide, je pense que vous allez être capable de trancher. Est-ce qu'un portfolio peut être disponible sur un site web? Est-ce que c'est une pratique qui est courante? Oui, des petits microsites, parfait. J'ai une question ici. Je suis à la fois artistique et cartésien. J'aime composer des textes et je suis plutôt attirée par l'univers du 2D au niveau du graphisme. J'aime beaucoup griffonner des logos, des petits dessins sur une feuille. Par contre, je n'aime pas me faire presser comme un citron au niveau de la charge du travail. Selon vous, quel type de poste en graphisme pourrait être fait pour moi? Raphaël, je ne sais pas si d'emblée, il y a quelque chose. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il va toujours avoir un deadline, là, peu importe le travail qu'on fait, parce qu'on travaille, à moins que tu fasses juste des projets pour toi, là, parce qu'il y a toujours une demande client, là. Donc, c'est ça, je sais pas si il y a une réponse exacte. C'est sûr, il y a personne qui aime ça vraiment se faire presser, là. Tu sais, parfois, si c'est vraiment trop difficile, ben peut-être en tant que travailleur autonome, tu peux plus gérer justement ce que tu prends et ce que tu prends pas, contrairement à travailler en entreprise ou en agence ou peu importe. Là, mais c'est peut-être plus difficile par contre de commencer directement en tant que travailleur autonome. Ouais, ben c'est comme bien aussi d'avoir comme une petite expérience. Là. Mais ouais, ça reste toujours un défi là, de répondre. Il y a toujours des deadlines, puis ça fait partie aussi du métier. Là. Comment vous faites, parce qu'il y a une question que je trouvais qui était pertinente en lien avec ça, c'est comment vous faites pour être efficace dans des délais serrés comme ça, mais sans que ça impacte la qualité de votre travail? Ben, tu sais, je dirais, ben, tu sais, justement, le fait d'être en équipe, ça peut aider aussi parce que si justement, tu présentes plusieurs idées, tu sais pas trop, t'hésites entre quelques-unes, ben, d'avoir du feedback des autres, ben là, tu peux plus te concentrer sur quelque chose puis y aller plus en profondeur, là. Je vais essayer de réfléchir si j'ai d'autres. Alex, Nadine, avez-vous d'autres éléments que vous aimeriez ajouter à ça? C'est certain à 100% là, que le temps, c'est un défi dans notre domaine. Moi, comme je vous l'ai dit, il faut comme à un moment donné, plus en travaillant, il faut essayer de répondre à ce côté perfectionniste qu'on a parce qu'on pourrait toujours bonifier une idée, puis on pourrait toujours aller plus loin. Puis à un moment donné, il y a un budget, il y a un nombre d'heures à regarder. Puis, tu sais, c'est d'essayer de choisir ses combats un à un. Puis, évidemment, c'est pas facile au début. Puis, plus on en fait, plus on est capable après ça de s'assurer de manager le tout. Fait que oui, c'est un défi, le temps, mais il faut quand même attaquer une chose à la fois, puis un livrable à la fois, parce que sinon, on peut vraiment s'éparpiller. Puis, c'est ça. Puis, c'est de trouver aussi la bonne équipe avec qui travailler. Puis, moi, bon, j'ajouterais qu'il y a plusieurs contextes. Genre, dans le sens, si c'est du graphisme qui t'intéresse, ben, tu n'es pas nécessairement obligé, on va dire, d'aller en agence, vu que je sais que les agences, on a peut-être plus de la difficulté. Je sais qu'il y a beaucoup d'emplois graphistes dans d'autres milieux. Moi, j'ai travaillé au gouvernement pendant mes études, puis c'est vraiment un autre pace complètement, puis il y en a là, des jobs. Là. Ça dépend juste, toi, avec c'est quoi que tu as envie. Est-ce que tu as envie de faire un emploi qui est peut-être moins stressant, on va dire, je mets des gros guillemets, là, un emploi peut-être moins stressant, mais qui va être peut-être un petit peu moins, on va dire, stimulant créativement, ou est-ce que toi, tu veux vraiment créer? Fait qu'il y a beaucoup de questions à se poser pour savoir où aller, mais il y a tellement d'options que c'est sûr que tu trouverais chaussures à ton pied. Puis aussi, moi, je vais venir un peu briser cette conception-là parce que perso, moi, je chill quand même souvent, là, dans le sens que je ne suis pas pressée comme un citron, là, à part dans de rares cas qui sont vraiment plus liés ou plus au délai client, dans le sens que les seules fois que j'ai été pressée comme un citron, c'était dans des cas de COVID-19 parce que par la force des choses. Puis encore là, ben, j'ai rattrapé, j'ai eu congé après pour me reposer, dans le sens, l'équipe, quand j'en ai trop, je le dis, puis règle générale, on trouve des solutions. Fait que je pense que c'est peut-être une conception pas fausse, là. C'est vrai qu'on travaille plus puis que c'est plus exigeant peut-être que d'autres milieux, mais pour ma part, ça se vit quand même bien. Puis c'est pas comme vrai, on va dire qu'on est comme toujours de la job dans le fond de la gorge puis qu'on ne peut pas vivre, qu'on n'a pas de vie sociale. Moi, c'est pas ça que j'expérimente au quotidien. Ce serait pas la norme, en tout cas.
C'est très vrai. Puis je pense qu'il y a une bonne... cette rumeur-là que les créatifs travaillent énormément, ben, c'est encore peut-être présent c'est assurément présent dans certaines agences, mais le monde de notre industrie a pris conscience de ça. Nous, on a une politique de pas d'overtime là, chez Cabane. Mais quand je dis qu'on prendrait plus de temps, c'est toujours, moi, des fois, je prendrais 1 an de plus pour concevoir la meilleure idée possible. C'est difficile, mais je ne pense pas que vous devez absolument rentrer dans ce domaine-là en disant hey, ça va être difficile, je vais être pressé comme un citron. Il y a des endroits où il y a même des équipes ou des départements où c'est plus calme, puis il y a des agences aussi qui promouvoient des saines habitudes de vie, puis il y en a beaucoup. Là. Fait que faites-vous-en pas avec cette perception-là. Oui, non, ça c'est sûr, ça c'est très vrai. Là. Je pense, je vais peut-être juste répéter ce que vous dites, là, mais ça reste que tout le monde, on travaille tous avec des êtres humains, puis on s'adapte, puis justement, comme Alexis a dit, il y a différentes agences, différents départements, différents types d'endroits où on peut exercer le travail, là, puis souvent, il y a un moyen de s'arranger puis de trouver l'endroit qui nous convient. Là. Oui, puis c'est bon de le marteler, les trois, parce que c'est vraiment une rumeur qui est persistante. Là. Ben oui, tout à fait. Dans les fêtes, on est chill quand même. Donc, on déborde un petit peu notre heure qu'on s'était fixée. Donc, il est déjà 18h05. Je ne sais pas si vous auriez un petit mot de la fin pour les gens qui nous écoutent, quelque chose qu'on n'a pas abordé durant la soirée, que vous auriez aimé ça mentionner. C'est l'occasion, si vous voulez la prendre. Non. Non, j'ai rien à dire, mais que Nadine disait, si vous pouvez passer avec ça, de contacter des agences, dire hey, je veux passer une journée, je veux faire un stage, je veux faire ça. Évidemment, là, c'est pas toujours possible, mais faites-le. Puis quand c'est possible, c'est vraiment le fun là, de pouvoir juste le voir. Puis ensuite, vous allez être capable de voir si ça fonctionne ou pas. Il y a beaucoup de questions des gens, hey, peut-être quel département ou quel. Testez-le. Testez-le une journée ou deux, une semaine peut-être. Tout est possible, puis vous allez le voir. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais, c'est vrai, des fois, ça a l'air stressant d'aller voir justement quelqu'un qui travaille, poser des questions, mais comme ça se fait, c'est plus accessible, je pense, qu'on peut penser. Là. Et on va pas nécessairement se faire ignorer. Ça m'est déjà arrivé de recevoir des questions comme ça sur mon LinkedIn, puis j'en ai déjà posé aussi. Vraiment, les gens sont ouverts pour répondre. Puis je vous dirais aussi que l'A2C, on a un répertoire avec tous nos agences membres, puis il y a un contact RH si jamais vous voulez faire des démarches de cette façon-là aussi. N'hésitez pas à utiliser notre outil en ligne. Je vous dis un gros merci, Raphaël, Nadine et Alexis. C'était vraiment super intéressant. Je suis certaine que tout le monde a passé un beau moment avec vous ce soir. Donc, merci beaucoup. Je dirais encore merci aussi à nos partenaires, donc Grenier aux emplois, ACRPQ, merci aussi Orchestra. Puis, je vous dis là-dessus, bonne soirée. Puis, n'oubliez pas, on a une dernière conférence mardi prochain sur le monde des technos. Donc, soyez là, soyez des nôtres à nouveau. Donc, bonne soirée. Salut tout le monde. Merci. Salut, merci.